Historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz du jour à suivre. Oui, et aujourd'hui je vous emmène au cinéma tous les deux. Ah oui ? Écoutez. Vous reconnaissez la musique ? C'est Harry Potter, ça ? Exactement, hein ? Bravo. Madame Poufsouffle. Eh ben, exactement. J'adore. J'ai J'ai visité les studios là près de Londres, c'est extraordinaire. Ah bah écoutez, peut-être que vous pourrez répondre à une question aujourd'hui alors, ça Sur fait Harry plaisir. Potter, peut-être. On verra ça. Mais avant cet affrontement entre elle et moi, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de ces milliers d'enfants pendant la guerre d'Espagne qui ont été envoyés dans le monde entier pour être mis à l'abri de la guerre. Et pour certains, il a été bien difficile de les faire revenir. Oui, parce que, voyez-vous, la situation des enfants en temps de guerre est évidemment particulièrement atroce. Et là, c'était le cas en particulier au début de la guerre à Madrid. Madrid, dont le siège par les nationalistes va durer pratiquement toute la guerre. La ville est constamment bombardée par l'aviation allemande. Les enfants sont complètement traumatisés, sont affamés. Ils doivent faire la queue pendant des heures pour un malheureux plat de lentilles. Et les personnes les madrilènes les plus âgées qui ont été enfants à Madrid pendant ce siège évoquent, paraît-il, souvent ces plats de lentilles comme les soldats dans la ligne Maginot mangeaient du thon et du corned beef. Alors les lentilles, il n'y avait plus que ça à manger pendant le siège de Madrid. Les enfants en plus sont livrés à eux-mêmes dans les rues. Évidemment, il n'y a plus d'école et leurs parents se battent. Donc, ils ne peuvent pas s'occuper d'eux. Les enfants apprennent du coup à être autonomes, à chaparder, à faire du troc. Et puis, rapidement, ils vivent au milieu des cadavres. Et entre deux débarquements, ils voient les cadavres qui sont embarqués pour être sortis de la ville ou enterrés là où on peut. Et puis, quand les enfants sont blessés, il n'y a pas de médicaments, il n'y a plus de médecins. C'est vraiment de toute cette violence, il faut les en protéger. Alors, le gouvernement républicain décide de procéder à des évacuations massives et en tout cela va concerner près de 50 000 enfants qui vont être évacués d'abord de Madrid, ensuite évidemment d'ailleurs en train, en taxi, en char, voiture à cheval, en bus, en voiture particulière, tous les moyens de transport qu'on trouve naturellement, un peu comme la débâcle en France en 40. Et on commence par les évacuer dans les zones qui sont les moins touchées par les combats, évidemment, et qui sont encore contrôlées par la République. Donc c'est d'abord la Catalogne et ensuite la zone du Levant espagnol. Le Levant, c'est le sud de l'Espagne côté Méditerranée. Et puis, devant l'avance franquiste, on peut plus les envoyer en Espagne parce que progressivement toute l'Espagne devient franquiste. Alors on commence à les embarquer, à les évacuer à l'étranger. Et la France, le saviez-vous, on sait bien que la France a accueilli beaucoup de familles du côté de Perpignan, mais la France va accueillir 20 000 de ses enfants espagnols. Et la première fois que certains d'entre eux sont accueillis en France est à l'île d'Oléron. Il faut imaginer cette petite île d'Oléron où débarquent du jour au lendemain 450 enfants espagnols. En Angleterre, on va en accueillir près de 4 000, en Belgique 5 000. En Angleterre, en fait, on va accueillir essentiellement des Basques, parce qu'après le bombardement de sinistre mémoire de Guernica en avril 37 et la chute de Bilbao, il y avait là un consul anglais que les franquistes appelaient le consul rouge, évidemment, pour le dénigrer. Il s'appelait Ralph Stevenson. Et Ralph Stevenson va négocier avec le gouvernement britannique pour qu'on puisse évacuer les enfants de Bilbao qui ont été victimes des bombardements et des bombardements de Guernica notamment. Donc il y a un bateau qui s'appelle la Havane qui part du port de Bilbao avec 4 000 personnes à bord. Donc des enfants, des enseignants, des infirmières, des médecins, des prêtres, et puis qui sont escortés par des troupes espagnoles et britanniques. Et 3 jours plus tard, la Havane est accueillie à Southampton par des milliers de bénévoles. Alors là, on a mis en place un camp de 500 tentes. Les enfants sont soignés, nourris, et puis envoyés dans toute l'Angleterre. Et ce qui est amusant, c'est que notamment, il y a beaucoup d'enfants qui vont être envoyés au Pays de Galles et qui vont créer une équipe de foot qui s'appelle les Diables Rouges, qui remporte un certain succès parce que c'est des ados qui sont très bons en foot. Et bientôt, ils vont organiser des matchs de foot dont les bénéfices sont utilisés pour essayer de rembourser
rembourser un peu à l'Angleterre les frais qu'elle investit dans l'accueil de ses enfants. Ça servait à payer une partie de leur séjour. Alors, tous ces enfants-là, la plupart d'entre eux vont retrouver l'Espagne naturellement. Mais avec d'autres pays, c'est plus compliqué parce que, par exemple, il y a des enfants qui sont partis au Mexique et dont certains avaient leur famille déjà partie au Mexique, et le Mexique a refusé de les renvoyer. 500 enfants en juin 1937, on les appelle les enfants de la Morelia. Mais le régime mexicain ne voulait pas les renvoyer, ces enfants-là, parce qu'ils ne reconnaissaient pas le régime franquiste. Donc, quand vous ne reconnaissez pas un régime politique, vous dites, attendez, moi, je n'envoie pas mes enfants là-bas. Donc, sur les 500 enfants qu'on appelle les enfants de la Morelia, il y en a que 61 qui sont retournés en Espagne. Pareil pour l'URSS. L'URSS, à l'époque, est une amie du gouvernement républicain. Et donc, elle va recevoir 3000 enfants espagnols sans leurs parents. C'est beaucoup. Par exemple, Dolores Ibarruri, celle qu'on appelle la Pasionaria, j'en avais parlé ici même. Elle était en 1936 députée des Asturies et membre du comité central du PC espagnol. C'est à elle qu'on doit le fameux slogan antifasciste « No pasarán ». Vous voyez, ces deux expressions très fortes, « No pasarán », le slogan antifasciste de la guerre d'Espagne et la Pasionaria, c'est Dolores Ibarruri. Eh bien, elle avait pris les devants. En 1936, elle a eu 6 enfants, je crois qu'il y en a que 2 qui ont survécu, ou 4 et seulement 2 qui ont survécu. Elle envoie 2 de ses enfants, Ruben et Amaya, en 1936, en URSS. Elle les rejoint d'ailleurs en 1939. Et à 15 ans, son fils Ruben s'engage dans l'armée soviétique. Et saviez-vous qu'il y a eu 1000 volontaires espagnols qui se sont engagés dans l'armée soviétique. Et le petit Ruben, fils de Dolores Ibarruri, eh ben, en fin 42, donc 6 ans après son arrivée en URSS, eh ben, de sa maman, Dolores Ibarruri, reçoit un coup de fil de Khrouchtchev, qui à l'époque était évidemment à des années-lumière de devenir le patron de l'URSS, mais c'est Khrouchtchev qui lui apprend la mort de son fils Ruben à Stalingrad. Il n'avait pas 22 ans, il s'était battu pendant toutes ces années pour l'Union soviétique. Ruben Ibarruri, d'ailleurs, a été fait héros de l'Union soviétique en 1956. Donc, vous voyez, avant même la fin de la guerre d'Espagne, un certain nombre de ces enfants reçus en URSS qui sont rapatriés dans leur pays, mais d'autres n'y sont revenus qu'en 1956 et 1957, et d'autres n'y sont jamais revenus. Ils ont attendu désespérément de pouvoir le faire sans y parvenir. Il y a tout un documentaire intitulé Los Niños de Rusia qui leur a été consacré en 2001, et à la suite de ce documentaire, on s'est rendu compte de ce qu'avait été la situation de ces enfants-là. Il y a des quantités d'associations d'enfants de la guerre civile, mais aussi d'enfants d'exilés qui se sont multipliées, et même une loi qui a été votée, une loi en 2007 dite mémoire historique, qui a permis aux fils et aux petits-fils de ceux qui avaient dû renoncer à la nationalité espagnole de l'acquérir, rendant ainsi une justice tardive mais réparatrice aux niños de Rusia et aux enfants de la Morelia qui n'avaient jamais pu revoir leur pays. Merci beaucoup Clémentine.